Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le matin du 18 avril 2026, moins de 24 heures après que le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré le détroit d'Ormuz complètement ouvert, le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé que le contrôle de cette voie maritime stratégique était revenu à son état antérieur. Le communiqué du CGRI invoquait le maintien du blocus américain des ports iraniens comme raison. Je vois le chef de la commission iranienne de la sécurité nationale, Ebrahim Azizi, qualifier cette fermeture de réponse au manque de fiabilité de l'Amérique, tout en ajoutant que l'Iran a préparé une réponse décisive à des points d'étranglement stratégiques pour tout nouvel acte de mauvaise foi. Des vedettes iraniennes ont ouvert le feu sur un navire marchand tentant de franchir le détroit. Un porte-conteneur a été frappé par un projectile d'origine inconnue. Un navire de croisière a signalé un impact à proximité d'un bâtiment au large des côtes d'Oman. 8 pétroliers avaient franchi le détroit entre l'annonce de l'ouverture vendredi et le samedi matin. Au moins autant de navires avaient commencé à quitter le Golfe et à rebrousser chemin. Pour moi, le cycle de 24 heures entre ouverture complète et fermeture complète n'est pas un accident diplomatique. C'est la description opérationnelle du piège qui se referme maintenant sur Donald Trump alors que le cessez-le-feu expire le 22 avril, dans 4 jours à partir d'aujourd'hui. L'Iran a ouvert le détroit vendredi à condition que le cessez-le-feu au Liban tienne, et implicitement à condition que les États-Unis lèvent leur blocus portuaire. Trump a célébré l'ouverture et a maintenu le blocus. L'Iran a refermé le détroit. L'armée de Trump est maintenant, selon les mots du président des chefs d'état-major interarmés, Dan Kane, positionnée et prête à reprendre des opérations de combat majeures pratiquement à un instant d'avis. C'est le scénario bien connu, annoncer une percée pour les caméras, tout en gardant le levier de pression activé derrière le podium. Je note que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a averti vendredi les commandants iraniens de bien choisir leur voie. Le cessez-le-feu expire mercredi. Les pourparlers n'ont pas de date confirmée. Le détroit est de nouveau fermé. C'est ce qui arrive quand le discours public parle de désescalade pendant que la ligne politique garde le pied sur l'accélérateur. Je note aussi que Trump a dit aux journalistes à bord d'Air Force One qu'il pourrait ne pas prolonger le cessez-le-feu. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré à Antalya, en Turquie, qu'aucune date n'avait été fixée pour la prochaine ronde de négociations. Tant que nous ne nous serons pas entendus sur le cadre, nous ne pouvons pas fixer de date. Cette phrase décrit où en est réellement le processus après 2 mois de guerre, 21 heures de pourparlers à Islamabad, 4 jours de blocus, 1 jour d'ouverture du détroit et 1 jour de fermeture du détroit. Il n'y a pas de cadre convenu. Il n'y a pas de date de négociation confirmée. Il y a un cessez-le-feu qui expire dans 4 jours, un blocus que les États-Unis se sont engagés à maintenir jusqu'à ce qu'un accord soit complété à 100%, et un gouvernement iranien qui a démontré qu'il refermera le détroit au moment même où le blocus se poursuivra au-delà d'une quelconque concession iranienne. Autrement dit, le slogan est arrivé avant la structure, ce qui est devenu une sorte de spécialité dans la gestion de crise à la manière Trump. Je vois que le mécanisme qui a produit ce cycle d'ouverture-fermeture en 24 heures est le même que celui qui régit l'ensemble de la crise d'Ormuz depuis le 2 mars. L'Iran ouvre ou rouvre partiellement le détroit en échange du respect d'une condition précise. Le 17 avril, cette condition était le cessez-le-feu au Liban. Trump a accepté le cessez-le-feu au Liban et a maintenu le blocus portuaire. La condition posée par l'Iran pour garder le détroit ouvert a toujours inclus la levée du blocus. Le message a été vendu comme une ouverture vers la paix, mais les petites lignes continuaient de dire « pression d'abord, concession plus tard ». Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, avertit explicitement vendredi « Si le blocus naval se poursuit, la République islamique d'Iran prendra les mesures nécessaires ». Trump a maintenu le blocus. L'Iran a pris les mesures. Je vois ce cycle comme mécaniquement prévisible. Toute action américaine que l'Iran définit comme une violation du cessez-le-feu déclenche une réponse à Ormuz. Le blocus des ports iraniens est, dans la lecture iranienne, une violation du cessez-le-feu. Le CGRI l'a dit le 13 avril, quand le blocus a commencé. L'Iran l'a dit le 17 avril, lorsqu'il a rouvert le détroit, alors que le blocus se poursuivait. Il a refermé le détroit le 18 avril parce que rien n'avait changé. Ce qui a changé, c'est l'échéancier. Le cessez-le-feu expire le 22 avril. Le commandant du CENTCOM, l'amiral Bradley Cooper, a déclaré jeudi que les forces américaines surveillent tous les ports iraniens au moyen de drones MQ-9 et d'avions de patrouille maritime fuite, et que le blocus restera en vigueur aussi longtemps que le président dira qu'il restera en vigueur. Trump a dit vendredi « Peut être que je ne prolongerai pas le cessez-le-feu. Si le cessez-le-feu expire sans accord,
La contrainte qui empêchait les frappes américaines sur le territoire iranien n'existe plus. L'Iran le sait, le CGRI le sait. Quand tout le monde connaît les conditions qui déclenchent l'escalade, prétendre que l'issue était une surprise relève moins de l'analyse que du théâtre de salle de presse. Je lis la fermeture du détroit le 18 avril comme le signal envoyé par l'Iran qu'il est prêt à revenir à la confrontation d'avant le cessez-le-feu plutôt que d'accepter le blocus comme élément permanent de la période de cessez-le-feu. Je vois l'armée américaine positionnée et prête à reprendre ses opérations à un instant d'avis. Le CGRI a les mains sur la gâchette, selon les mots du commandant aérospatial du CGRI, Mousavi. Le cessez-le-feu arrive à échéance dans 4 jours. Les pourparlers n'ont ni cadre ni date. La fenêtre de 72 heures avant le 22 avril est le point de pression où l'un de 3 scénarios devient opérationnel. Le premier est un accord cadre, non pas un accord complet, mais une structure minimale que les 2 parties peuvent accepter, qui prolonge le cessez-le-feu et donne une date et un lieu confirmés aux pourparlers. Le second est une prolongation du cessez-le-feu sans cadre, ce qui laisse en place toutes les mêmes contradictions: blocus, contrôle du détroit, exigences nucléaires, mais achète plus de temps au prix du maintien de la même perturbation économique qui s'accumule depuis le 28 février. Le troisième est l'expiration du cessez-le-feu sans prolongation, ce qui active la posture militaire que le CENTCOM a maintenue pendant toute la pause de 2 semaines. Voilà le danger quand on traite un cessez-le-feu comme une échéance de campagne. L'horloge devient le message, et le message finit par piloter le champ de bataille. Trump a dit qu'il pensait qu'un accord allait se produire. Il a aussi dit qu'il ne prolongerait peu, être pas le cessez-le-feu. Les 2 déclarations ont été faites le même jour. De l'optimisme dans le titre, de l'ultimatum dans le sous-texte. Le détroit a été refermé le lendemain matin. Les faits opérationnels précis du 18 avril montrent à quelle vitesse le cycle de 24 heures s'est effondré. À 10h30 GMT samedi, 8 pétroliers et méthaniers avaient franchi le détroit après l'ouverture de vendredi. Au moins autant avaient fait demi-tour. Le spécialiste du transport maritime John Paul Rodrigue de la Texas A&M University a dit à Al Jazeera que des navires tentaient de transiter depuis l'annonce, mais semblaient faire demi-tour parce que la situation n'était pas claire, parlant d'informations contradictoires émises par toutes les parties. L'United Kingdom Maritime Trade Operations Agency de l'armée britannique a signalé qu'un porte-conteneur avait été frappé par un projectile inconnu dans le détroit avec des dommages au conteneur, mais sans incendie ni victime. Un navire de croisière a signalé un impact à proximité immédiate d'un autre navire au large d'Oman. Le ministère indien des Affaires extérieures s'est dit profondément préoccupé par l'implication de 2 navires battant pavillon indien dans un incident de tir dans le détroit samedi. Les marchés et les routes maritimes ont tendance à rester peu impressionnés par les tours d'honneur qui expirent avant le déjeuner. Je vois l'environnement physique du détroit le 18 avril comme la définition opérationnelle concrète de ce que signifie dans la pratique la désignation de zones de conflit du Lloyd's Joint War Committee, une voie maritime où des projectiles sont tirés sur des navires, où des bâtiments rebroussent chemin au lieu de poursuivre leur transit, et où l'autorité de contrôle a rétabli un contrôle strict moins de 24 heures après avoir déclaré une ouverture complète. Je vois que le marché pétrolier a absorbé le revirement plus vite qu'il n'avait absorbé l'ouverture. Les marchés avaient chuté de 11% après l'annonce d'Arakchi vendredi. Le revirement de samedi a stoppé cette correction et amorcé une remontée partielle vers les niveaux plus élevés qui prévalent depuis le début du conflit. Le marché a entendu l'élément de langage vendredi, puis la réalité samedi. Les analystes d'ING avaient averti vendredi, dans les heures précédant le revirement, que le marché physique du pétrole se resserrait chaque jour davantage tant que les flux pétroliers à travers le détroit d'Ormuz ne redémarraient pas. Une ouverture d'un jour suivi d'une fermeture ne procure aucun avantage réel pour les flux pétroliers. Les pétroliers qui avaient commencé à traverser vendredi et ont fait demi-tour samedi ont brûlé du carburant maritime sans rien accomplir sur le plan commercial. L'arriéré de 800 pétroliers à l'ouest du détroit, les 20 000 marins bloqués et les 13 millions de barils par jour d'approvisionnement perturbé identifiés par ING n'ont pas changé à cause du cycle de 24 heures. Une ouverture de façade ne fait pas avancer un seul baril plus loin que le prochain ordre de repli. Je vois que la perturbation des engrais, qui s'accumule depuis le 3 mars, ajoute une dimension agricole que la couverture diplomatique quotidienne n'a pas suivie de manière adéquate. Le Golfe produit de 20 à 35% des engrais échangés dans le monde, principalement l'urée et l'ammoniac, qui sont expédiés par Ormuz vers les marchés agricoles d'Asie et d'Afrique. La saison des semis de printemps pour les principales cultures en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne s'étend sur avril et mai. La fermeture d'Ormuz perturbe les chaînes d'approvisionnement en engrais depuis 49 jours. Une ouverture d'un jour qui se referme le lendemain matin ne rétablit pas cette chaîne d'approvisionnement.
Les agriculteurs qui avaient besoin d'engrais la semaine dernière en avaient encore besoin cette semaine. Mais les cultures qui ne reçoivent pas assez d'engrais pendant la fenêtre des semis produisent des rendements plus faibles à la récolte. Des rendements plus faibles entraînent des prix alimentaires plus élevés en 2026 à 2027. C'est la partie que les breffages bien polis évitent. La logistique n'applaudit pas sur commande, et les cycles de récolte ne se souciaient pas de l'image de marque politique. La conséquence économique qui s'accumule le plus lentement et s'étend le plus loin au-delà de la chronologie de la guerre n'est pas le prix du pétrole, qui se rétablit dans les mois suivant l'ouverture du détroit. C'est la perturbation agricole, qui se transforme en conséquence durable pour la sécurité alimentaire tout au long des cycles de récolte de 2026 et jusque dans 2027. Je lis la déclaration de Trump selon laquelle il pourrait ne pas prolonger le cessez-le-feu, faite dans un contexte d'optimisme affiché quant à la conclusion d'un accord, comme la description d'une posture de négociation où la menace d'une reprise des frappes est l'outil de pression, et l'accord est la récompense pour que l'Iran accepte les conditions américaines. C'est la formule Trump bien connue. Appelez cela la paix, le vendre comme de la force, et garder le paquet de menaces entièrement emballé sur la table. Je lis la réponse iranienne, refermer le détroit comme la contre-posture. La menace d'une nouvelle perturbation à Hormuz est l'outil de pression de l'Iran, et la levée du blocus est la récompense si les États-Unis abandonnent leurs exigences. Les deux outils de pression sont maintenant actifs en même temps. Le blocus américain est opérationnel. Le contrôle du détroit par le CGRI est revenu à son état antérieur. Et l'horloge indique 4 jours avant le 22 avril. Cela laisse très peu d'espace au rituel habituel de Washington, consistant à afficher le calme en public tout en durcissant les leviers en privé. Le président des chefs d'état-major interarmés a déclaré que les forces américaines restent positionnées et prêtes à reprendre des opérations de combat majeures, pratiquement à un instant d'avis. Hegseth a averti l'Iran de bien choisir. Cooper a dit que le blocus se poursuivrait aussi longtemps que le président dirait qu'il se poursuit. Ces 3 déclarations constituent la posture militaire américaine au 18 avril. La posture iranienne est documentée par la déclaration d'Azizi, selon laquelle l'Iran a préparé une réponse décisive à des points d'étranglement stratégiques pour tout nouvel acte de mauvaise foi, et par le fait que le CGRI a rétabli un contrôle strict d'Hormuz dans les 24 heures suivant l'ouverture. Je vois les deux camps en posture. Le cessez-le-feu est la seule chose qui sépare ces postures du contact direct. Il expire dans 4 jours. Les pourparlers n'ont pas de date confirmée. Le cycle ouverture-fermeture en 24 heures a démontré que même lorsque l'Iran fait une concession dans le cadre du cessez-le-feu au Liban, le blocus américain annule cette concession en quelques heures et l'Iran la renverse. La fenêtre de 72 heures n'est pas une occasion de négociation au sens conventionnel. C'est l'échéance avant que les conditions qui permettent la négociation cessent d'exister. À ce stade, qualifier cet arrangement de stable relèverait moins de la diplomatie que du marketing. Je vois 3 indicateurs concrets qui déterminent lequel des 3 scénarios cadres, prolongation ou expiration, devient opérationnel avant le 22 avril. Le premier est de savoir si Trump lève ou suspend le blocus des ports iraniens comme geste, permettant à l'Iran de garder le détroit ouvert, créant ainsi les conditions d'une négociation sur un cadre. Trump a dit que le blocus prendrait fin quand l'accord serait complété à 100%. Le lever partiellement avant la signature de l'accord serait un revirement par rapport à cette position affichée, mais c'est le seul geste qui brise le cycle de 24 heures. Le deuxième est de savoir si l'Iran confirme une date et un lieu pour la prochaine ronde de pourparlers avec les États-Unis, comme signal qu'il est prêt à négocier dans la fenêtre restante du cessez-le-feu, plutôt que d'attendre l'expiration du cessez-le-feu comme levier. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a dit samedi qu'aucune date n'avait été convenue. Sans date confirmée, l'expiration du cessez-le-feu survient sans l'infrastructure diplomatique nécessaire pour la gérer. Le problème avec les messages du tout ou rien, c'est que la réalité exige habituellement quelque chose entre les deux. Le troisième est de savoir si le cessez-le-feu au Liban tient jusqu'au 22 avril sans actions militaires israéliennes que l'Iran définirait comme des violations, ce qui activerait le même mécanisme qui a provoqué la réouverture du détroit le 17 avril. L'armée libanaise a confirmé plusieurs cas de tirs d'artillerie israéliens dans le sud du Liban vendredi, au premier jour du cessez-le-feu. Un soldat français a été tué dans le sud du Liban samedi. Le cessez-le-feu tient de façon nominale, mais non sans friction. S'ils se rompent avant le 22 avril, la situation à Hormuz s'effondre avant même que l'expiration du cessez-le-feu n'ajoute sa propre pression. Je vois la fenêtre de 72 heures se refermer des deux côtés en même temps. Le cessez-le-feu États-Unis-Iran par la droite et le cessez-le-feu au Liban par la gauche, avec le détroit au milieu. Je vois aussi que la dimension indienne apparue le 18 avril ajoute une variable géopolitique qui n'était pas présente dans les phases antérieures de la crise d'Hormuz.
Le ministère indien des Affaires extérieures s'est dit profondément préoccupé par l'implication de 2 navires battant pavillon indien dans un incident de tir dans le détroit samedi. L'Inde a été l'un des pays qui ont obtenu de l'Iran des arrangements de passage sécurisés pour leurs navires durant la période de blocus. L'Iran avait auparavant accepté de laisser transiter des navires battant pavillon pakistanais, reflet du rôle de médiation du Pakistan. L'arrangement de l'Inde reposait sur une entente bilatérale distincte. Le fait que des navires battant pavillon indien aient été impliqués dans un incident de tir le jour même où le CGRI a rétabli un contrôle strict suggère que ce rétablissement a été immédiat et généralisé, non sélectif, en fonction d'arrangements bilatéraux antérieurs. Si la garantie de passage sécurisée de l'Inde n'est plus opérationnelle sous le régime de contrôle strict rétabli, la coalition de pays qui avait des ententes bilatérales avec l'Iran, Inde, Chine, Pakistan, Russie fait face au même recalcul du risque que les grandes compagnies maritimes commerciales depuis le 2 mars. Pour moi, la position de la Chine en ce moment est la moins visible et la plus déterminante. La Chine importe environ un tiers de son pétrole par le détroit d'Ormuz. La Chine et la Russie ont opposé leur veto à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant au maintien de l'ouverture du détroit. Les services de renseignement américains ont estimé que la Chine prévoyait de fournir dans les prochaines semaines de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Iran. Trump a averti que si la Chine fournissait une telle aide, cela créerait de gros problèmes pour Pékin. Le blocus du CENTCOM sur les ports iraniens affecte directement les navires chinois qui commercent avec l'Iran tout au long du conflit. La fermeture du détroit le 18 avril affecte directement l'approvisionnement pétrolier chinois. Je vois le calcul de Pékin utiliser son influence sur Téhéran pour faciliter un accord, absorber les coûts du blocus comme prix du soutien à l'Iran, ou fournir les systèmes de défense aérienne qui modifieraient le calcul militaire de l'Iran avant le 22 avril comme se déroulant dans la même fenêtre de 72 heures que celle dans laquelle naviguent les États-Unis, l'Iran. Trump a dit samedi matin que son administration parlait à l'Iran et que cela avançait très bien, prédisant qu'il aurait des informations d'ici la fin de la journée. Le détroit s'est refermé avant l'arrivée de ces informations. La mise à jour de fin de journée, si elle arrive, décrira soit un cadre qui a brisé le cycle de 24 heures avant qu'il ne se fige, soit les conditions diplomatiques qui feront du 22 avril un point d'inflexion plutôt qu'une transition maîtrisée. Quand la mise à jour arrive après que la fenêtre s'est déjà refermée, cela ressemble moins à une stratégie qu'à une narration en retard. La guerre a commencé il y a 50 jours, le 28 février. Le cessez-le-feu est en place depuis 10 jours. Le détroit a été ouvert pendant moins de 24 heures. Le blocus continue. Le CGRI est revenu à son état antérieur. La fenêtre de 72 heures n'est pas une métaphore. C'est la durée restante du seul cadre institutionnel qui sépare les 2 forces militaires positionnées pour une reprise des opérations de combat depuis le début du cessez-le-feu. Je vois le piège structurel décrit par cette fenêtre de 72 heures comme n'ayant pas été créé par le mauvais calcul d'un seul acteur. Il est le produit de 4 décisions précises prises par 4 acteurs différents dans les 48 heures entre le 6 avril et le 18 avril. La décision de Trump de confirmer le cessez-le-feu au Liban le 6 avril et d'interdire les frappes israéliennes a créé la condition qu'Arakchi a utilisée pour justifier l'ouverture du détroit le 17 avril. La décision d'Arakchi d'ouvrir le détroit le 17 avril, sous conditions de route coordonnée et non d'une libre navigation internationale, a créé l'ambiguïté qui a permis à Trump de dire que le détroit était complètement ouvert alors que l'Iran gardait le contrôle du transit. La décision de Trump de maintenir le blocus opérationnel après l'ouverture du détroit le 17 avril a créé la condition que l'Iran a invoquée pour refermer le détroit le 18 avril. La décision de l'Iran de refermer le détroit le 18 avril, plutôt que de le garder ouvert comme geste de négociation, a créé l'impasse qui laisse maintenant 4 jours de cessez-le-feu et aucune voie confirmée vers une résolution. Chacune de ces 4 décisions était rationnelle prise isolément du point de vue de l'acteur qui l'a prise. Je vois Trump maximiser le crédit politique intérieur en célébrant une ouverture tout en maintenant la pression par le blocus. Le réflexe de couper le ruban reste puissant, même quand la route derrière le ruban est encore fermée. Je vois Arakchi maximiser le levier iranien en ouvrant sous conditions de route coordonnées plutôt qu'en cédant le contrôle du transit. Je vois Trump maximiser la pression coercitive du blocus en ne le levant pas en échange d'une ouverture partielle. Cela peut satisfaire une formule maximaliste pour les caméras, mais cela laisse la diplomatie essayer de fonctionner à l'intérieur d'un slogan de campagne. Je vois l'Iran maximiser sa démonstration que le cycle blocus-ouverture ne peut pas être résolu sans concession mutuelle en refermant immédiatement le détroit lorsque la concession réciproque n'est pas venue. 4 décisions individuellement rationnelles ont produit un résultat collectivement irrationnel.
un détroit qui s'est ouvert et refermé en 24 heures, laissant le marché pétrolier, les pétroliers bloqués, les 20 000 marins et le cessez-le-feu sur le point d'expirer exactement là où il se trouvait avant l'annonce de vendredi. Pour moi, le piège des 72 heures ne concerne pas, au sens classique, la question de savoir qui clignera des yeux le premier. Il concerne la question de savoir si l'un des 4 acteurs possède à la fois l'incitation et l'autorité nécessaires pour prendre une décision qui brise le cycle avant le 22 avril. Trump a l'autorité de lever le blocus. Sa position affichée est qu'il ne le fera pas tant que l'accord ne sera pas complété à 100%. Arakchi a l'autorité de garder le détroit ouvert sans que le blocus soit levé, comme l'Iran l'a fait pendant environ 18 heures le 17 avril. La position affichée de l'Iran est qu'il ne maintiendra pas cette ouverture pendant que le blocus se poursuit. Aucun des 2 acteurs n'a encore démontré la volonté d'accepter le risque asymétrique de faire une concession avant de recevoir la concession correspondante. La crise se retrouve donc là où le signalement à la Trump laisse souvent les choses. Posture maximale, confiance minimale et aucun pont sûr entre les deux. Il reste 4 jours. La posture du CENTCOM est prête à un instant d'avis. Le CGRI a les mains sur la gâchette. Le détroit est fermé. Le cessez-le-feu expire mercredi. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.